Eh bien, bonsoir à tout le monde. Merci de vous être déplacés. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Alain Garcia, membre de l'Académie de l'air et de l'espace, qui organise ce genre de conférences tous les derniers mardis de chaque mois de l'année. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous allons entendre parler de l'ATR, qui a eu une longue et qui continue à avoir une longue vie par Stéphane, que je vais vous présenter. Mais auparavant, j'ai quelques messages à vous transmettre. Jean-Michel, encore un ancien d'Airbus. Voilà, alors d'abord, la conférence va être enregistrée. Donc dans les jeux de questions-réponses, en général, ça coule de source. Stéphane a simplement demandé de pouvoir valider ce qui aura été enregistré de sa prestation au cas où il aurait dit une bêtise. Ça arrive. Bien, alors, en tant qu'information, alors, n'oubliez pas de passer vos téléphones sur silencieux, s'il vous plaît. Il faudra que je le fasse moi aussi, mais enfin, en tant qu'organisateur, il faut que je vous le dise. Deuxièmement, la prochaine conférence de l'Académie, ici, dans ce lieu, aura lieu le 28 juin et intitulée « Mars à la recherche de vie » par Sylvestre Maurice, qui est astrophysicien à l'Institut de recherche de Midi-Pyrénées et qui est spécialiste de l'exploration martienne. Donc, il nous rappellera le nombre d'objets qui tournent autour de Mars ou qui sont sur Mars, et avec les perspectives humaines que nous pouvons avoir sur l'exploration et peut-être l'exploitation des richesses de Mars. Enfin, avant de vous présenter Stéphane, je vous rappelle, on l'avait sur l'écran à l'entrée, que l'Académie organise un colloque sur le transport urbain de passagers par aéronef électrique, ce qu'on appelle donc l'UAM pour Urban Aerial Mobility, qui se développe de plus en plus. Donc ce colloque aura lieu les 21 et 22 septembre en duplex entre Paris et Toulouse. À Paris, le lieu est au niveau de la DGAC, et à Toulouse, c'est à l'ENAC, donc qui a accepté de nous accueillir. Donc nous serons en duplex. Les présentations se feront essentiellement en anglais. Je vous invite donc à participer, aller sur le site de l'Académie de l'air et de l'espace, où vous trouverez tous les éléments d'inscription à des tarifs qui sont intéressants, en particulier pour les étudiants. Voilà les annonces que je voulais faire. Alors maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Stéphane Viala est Senior Vice President Engineering, ce qu'on appelait donc le directeur technique en français, d'une boîte que j'ai été, et que d'ailleurs André Bord a été également, prédécesseur donc, de Stéphane. Alors, Stéphane, un peu d'histoire brève, est diplômé de l'ESMA, donc de l'Institut de ISAE, puis il a fait un doctorat sur la modélisation des écoulements turbulents. Et Dieu sait que ce n'est pas facile. Il a fait ça en 1995, et puis je pense naturellement en lisant son CV, il est rentré dans une maison qu'on connaît bien ici, pour s'occuper d'abord de la dynamique des fluides. Voilà. Alors sur différents sujets, je ne vais pas tout citer, jusqu'au moment où il a changé de sujet pour devenir un peu plus généraliste, et puis commencer à se rapprocher de la fonction d'ingénieur en chef, puisqu'il a travaillé dans l'équipe de l'ingénieur en chef de l'A320 en étant chargé
du développement incrémental de la famille A320. Tu me corriges si je fais des erreurs, mais enfin je lis assez bien normalement. Voilà. Et puis, dans ces incréments, on a vu des améliorations futures, puisque la famille vit. Et en particulier, il a participé au lancement de l'A320 Neo, New Engine Offer, pour ceux qui ne le savent pas. Et puis, en 2016, il a juste franchi un petit ruisseau et est passé chez ATR en tant qu'ingénieur en chef, en tant que vice-présidente ingénieur en chef, et chargé donc de l'intégration de tous les aspects engineering, développement et amélioration. Et puis en 2018, Stéphane a été nommé SVP Engineering, donc le directeur technique, et à ce titre patron de l'organisation le Design Organization, ce qui est un label qui est accordé par l'EASA pour démontrer que le bureau a des processus corrects qui permettent de minimiser un peu la surveillance par les autorités, mais ce qui donne quand même certaines, à la fois des prérogatives, mais certaines obligations. Voilà, donc Stéphane est là pour nous parler de l'histoire rapidement de l'ATR et nous montrer comment ces machines favorisent la décarbonation de l'aviation générale et en volant participent faiblement au réchauffement climatique. La parole est à toi. Bon, à la suite de sa présentation, nous aurons évidemment la partie questions-réponses, comme d'habitude. Je vous souhaite une bonne conférence. À tout de suite. Merci Alain. Bonsoir à tous. Donc, je suis content d'être là en présentiel. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ce genre d'exercice en présentiel. Je crois que c'était prévu d'ailleurs l'année dernière, cette session. Donc, voilà. Donc, je suis assez content. Et puis, en plus, on a eu quand même des événements où on a fait des annonces. Donc, je vais pouvoir rentrer un petit peu plus dans le détail que j'aurais pu le faire il y a un an. Donc, je vais commencer par vous parler un petit peu d'ATR. Pour ceux qui ne le connaissent pas, alors pour ceux qui le connaissent, ça sera une redite, mais après une overview un petit peu du marché. Et enfin, je parlerai des évolutions qu'on a fait et ce qu'on va faire. Et le dernier chapitre, c'est sur le challenge de la planète, qui est dans l'ADN depuis le début d'ATR. Et en particulier, c'est quelque chose qui m'a fait aussi venir chez ATR, et j'y reviendrai. Donc ATR, qui nous sommes? Un avion hélice. Nous avons 2 shareholders, donc nous sommes un GIE, un groupement d'intérêt économique, Airbus et Leonardo. On a fêté nos 40 ans l'année dernière, puisqu'on date de 1981. Et on a 75% du marché, et en 2019, on avait un revenu de 1,6 milliard. On a depuis quelques années maintenant ce qu'on appelle c'est pas un motto, mais c'est une raison d'être, je dirais. C'est de desservir dans l'aviation régionale, de rester leader de l'aviation régionale et de donner effectivement à nos clients, d'être le choix pour nos clients et d'être continuellement innovant, responsable d'un point de vue écologique et de connecter les personnes et les business. Et vous verrez que l'ATR, pour connecter les personnes, est très important. C'est un avion, moi je l'appelle le couteau suisse de l'aéronautique, parce qu'on peut aller à beaucoup d'endroits, des endroits où on ne peut pas y aller par le train, par le bateau. On va sur les îles, on va passer les montagnes. Et donc c'est un avion qui permet de désenclaver beaucoup de régions. Et on a eu un rôle à jouer d'ailleurs même pendant la pandémie pour même livrer les vaccins. Donc si on regarde le setup industriel, donc on a un moteur Pratt & Whitney au Canada. La voilure et les nacelles sont faits par Airbus Atlantique. Alors j'ai toujours Stelia, mais c'est Airbus Atlantique. Toute l'avionique, j'y reviendrai, c'est Thales, on a la suite avionique de Thales. Le train d'atterrissage, c'est Safran Landing System. Et les hélices, Ratier Figeac. Et le fuselage et les empennages viennent de notre deuxième actionnaire, Leonardo. On est 1100 employés à terre sur Toulouse. Et effectivement, on a également donc un rayonnement au niveau des emplois, que ce soit en Occitanie, en France et en Europe, assez important. Si on regarde maintenant notre implantation mondiale, on a 3 gros sites en fait. On a le headquarter à Toulouse, on a un site du côté de Singapour
et un gros site également à Miami, où on a des fonctions support, des fonctions vente et des fonctions training qui sont là, qui nous permettent de faire du 24/24 pour supporter la flotte. Et après, on a également des simulateurs proches de nos clients qui sont tout autour de la planète. Si on regarde la famille maintenant ATR, alors le premier membre c'est la TR42 qui peut avoir jusqu'à 50 pax. En termes de consommation, comme on est un turboprop, et je vais le dire une fois mais je ne le redirai pas 15 fois, un turboprop ça consomme énormément moins qu'un jet. Alors ça ne peut pas faire la même chose qu'un jet. Pourquoi ça? C'est qu'on a un bypass ratio, ce qu'on appelle donc l'air entraîné par les hélices est beaucoup plus important qu'avec un jet, ce qui nous permet d'avoir une efficacité plus grande, avec d'autres contraintes, mais voilà, donc on consomme 30% de moins qu'un jet équivalent, et ça c'est déjà un gros marqueur. Et pour la TR42, donc on décolle sur des petites pistes, et l'intérêt de la TR42, c'est ce qu'on appelle un route opener, c'est-à-dire que ça permet d'ouvrir des nouvelles routes. Il faut savoir qu'on ouvre à peu près entre 150 et 160 nouvelles routes par an, et pendant la pandémie, ne serait-ce que l'année dernière, on a ouvert 131 routes. Donc ça permet à des compagnies aériennes de pouvoir tester un marché, de dire voilà, sur cette route-là, on va pouvoir mettre un ATR. Dans un premier temps, si ça marche, on passe à la TR72, puis après à la 220, puis à 320, et après ça lance des nouvelles routes. La TR72, deuxième membre de la famille, qui peut aller jusqu'à 78 pax en version high density. En gain par trip, donc par voyage, on est 20% de mieux que les turboprops qui sont concurrents, et on a 10% de réduction par siège. Donc ça, c'est la TR72. Ensuite, on a un petit dernier de la famille qui est arrivé en 2020, donc en pleine pandémie. On avait anticipé une demande du marché en termes de cargo, essentiellement liée au e-commerce. Et en fait, il s'est avéré qu'au-delà du e-commerce, pendant la pandémie, le cargo, vu qu'il y avait beaucoup moins de pax qui volaient, ça nous permettait aussi de faire de l'acheminement. Donc, il est vraiment tombé au bon moment, cet avion. Donc, c'est un avion qui est designé complètement pour faire du fret. Il y a une large cargo d'or qui nous permet de rentrer à la fois des palettes, à la fois des containers, ou de faire ce qu'on appelle du bulk, du vrac dans la cabine. Et vous avez remarqué, il n'y a plus de hublot, et de l'autre côté, il y a une large cargo d'or. Voilà, on l'a certifié c'était devait être en novembre 2020, et on l'a livré en décembre. Ça, c'est celui qui est en cours de travaux. Un autre gros incrément qu'on fait sur la TR42, c'est la TR42 STOL, Short Takeoff and Landing. Donc un avion, la TR42 classique, un max takeoff weight, il décolle sur une piste de 1163 mètres. Avec cet avion, on vise 800 mètres. Alors c'est pas de la magie. On a le même moteur sur le 72 et sur le 42. Donc on met le rating du moteur du 72 sur le 42, ce qui permet d'avoir plus de puissance pour décoller. Et pour contrer la panne moteur, évidemment, le gros changement, on est obligé de changer l'axe de lacet de l'avion, donc d'avoir un rudder, vous voyez, qui est un peu plus gros, qui permet de contrer la panne moteur. Alors pourquoi on fait ça? C'est très simple. Si on regarde les avions qui existent encore sur le marché mais qui ne sont plus fabriqués, tous ces avions sont des avions qui ne sont plus fabriqués, on voit qu'on va avoir un manque pour aller atterrir sur des pistes courtes. Donc là, ici, vous avez les 165, pardon, je me suis trompé, 1165 mètres de la TR42, et on vise d'aller remplacer ces avions-là. Donc ça, c'est le développement qui est en cours. On a fait le premier vol de la partie système qui est derrière tout ça. On n'a pas encore le gros rudder arrive à la fin de l'année. Et on a fait le premier vol la semaine dernière. Et là, aujourd'hui, on a fait des tests d'auto-break et de spoiler pour effectivement atterrir sur piste courte. Et pour l'instant, ça s'est bien passé. Donc on a une communalité qui est importante, c'est-à-dire qu'on a les mêmes moteurs, on a le même type rating pour les pilotes, on a un common flight deck, c'est-à-dire que le cockpit est identique, et on a 90% des pièces qui sont communes entre tous les membres de la famille, ATR42, ATR72. Ça descend un petit peu évidemment quand on va passer au stall ou au freighter, mais on a une communalité qui est importante. Si on regarde où on en est de notre track record, je dirais, sur la partie émissions de CO2, on est certifié 50% SAF. Alors SAF, Sustainable Aviation Fuel, c'est-à-dire des carburants renouvelables, c'est l'utilisation, par exemple, des huiles de friture qui sont recyclées pour faire du carburant. Donc ça veut dire que
on ne va pas émettre plus de CO2 pour la planète, c'est-à-dire qu'on recycle le CO2 qui a déjà été produit. Et là, aujourd'hui, on est certifié 50% SAF, et j'y reviendrai parce qu'on vise de faire du 100% SAF en 2025. Donc aujourd'hui, ce que ça veut dire globalement pour un ATR, c'est qu'on a 4000 tonnes de CO2 par avion et par an, quand on compare par rapport à un avion jet régional. Donc c'est moins 40% de CO2. Donc ça, je dirais c'est la référence, et je peux vous dire qu'on s'est creusé la tête, on regarde, et tout le monde, quand vous regardez les études de la NASA, etc., prennent l'ATR comme référence en termes d'émissions de CO2, et c'est un avion qui est difficile à battre. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est un turboprop, et il a une cellule qui est assez légère, qui fait qu'effectivement, en termes d'efficacité globale, c'est un avion qui est très efficace. Voilà, donc là, nous avons une stratégie, je dirais, chez ATR qui est vraiment dans notre ADN au niveau ce qu'on appelle sustainability et émissions de CO2. Donc on a la certification ISO 14001, on a eu des awards pour ça. On intègre vraiment cet ADN, non seulement dans l'utilisation de l'avion, mais également dans la façon dont on travaille chez ATR. Par exemple, on a des partenariats avec des applications de covoiturage qui nous permettent de traiter tous les scopes d'émissions de CO2, et j'y reviendrai plus tard. Alors si on regarde le marché maintenant. Le marché, donc aujourd'hui on a plus de 200 opérateurs dans 100 pays différents. On a fait 36 millions d'heures de vol, on a livré 1600 avions, on en a en commode 1800. Donc vous voyez une famille quand même assez conséquente, et vous allez voir la répartition dans le monde. On a des ATR à peu près partout. Une grosse densité en Asie, là où il y a des îles, en Océanie également. En Amérique du Sud aussi, on a des grosses flottes, en Australie. Et donc on est partout dans le monde. Et si vous regardez le nombre de machines, enfin le nombre de clients que l'on a, on est proche du nombre de clients qu'il y a sur un A320, ce qui veut dire qu'on a des flottes toutes petites. Et ça, c'est vraiment une caractéristique d'ATR. Je compare souvent le segment de l'aviation régionale et de l'ATR à ce qui se fait sur les hélicoptères. C'est-à-dire on a des clients qui ont peu de machines. La moyenne, c'est 6 avions par client. Bon, si on regarde où on est, donc ça c'est les chiffres mis à jour post-Covid en 2021. Donc on a 38% du marché régional global et 77% du marché du turboprop, sachant que le concurrent principal aujourd'hui, c'est le Q400 en termes de vente. Alors l'année dernière, on a eu un rebond. Il faut savoir qu'avec le Covid, on a eu en 2020 une année 2020 assez catastrophique, comme un peu plus par tout le monde. On était passé de 70 livraisons en 2019 à 10 en 2020. Et l'année dernière, on est remonté à 31. Et on a vendu 35 avions. Donc on est à nouveau dans une dynamique. On voit que le marché a repris. Ce que l'on voit également, c'est qu'on est en train de reprendre des parts de marché sur le Dash 8, c'est-à-dire sur le Q400, puisqu'aujourd'hui, il n'est plus fabriqué, effectivement. Donc on est sur du remplacement. Un point important également, c'est que quand on livre des avions, quand on vend des avions, on reprend des anciens avions. Et là, on a la part 145 où on fait des travaux pour les modifier. Et là, on a une offre cargo qui est complète, c'est-à-dire qu'on a un nouvel avion, c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure, et on fait des conversions Pax to Freighter avec le même tube, la même porte, ou du Pax to Freighter avec une large cargo d'or en rétrofit, ce qui nous permet de couvrir et de donner une deuxième chance aux avions de deuxième main, ce qui nous permet de libérer également de la place pour vendre des nouveaux avions. Si on regarde la dynamique du marché, donc on est dans une phase où on a un recovery donc assez fort. Le XT, c'est un nouveau moteur que je vais vous en parler après, qu'on est en train de certifier. On le certifie dans l'année. Et l'inclusion de ces nouveaux gros incréments sur le moteur nous permet effectivement à vraiment susciter l'intérêt de nos clients de lancement qui est Air Corsica. Sans le XT, on n'aurait pas fait ce deal-là. Qu'est-ce qu'amène le XT ? Il amène de la réduction de direct maintenance cost, c'était l'objectif principal. Je vous donnerai les chiffres après tout à l'heure. Et un peu de gain en fuel. Donc, marché très dynamique. On a 11 nouveaux opérateurs en 2021. Et je vous disais tout à l'heure, 131 routes ouvertes. Le cargo qui boom à plein pot. Donc 80% des avions qu'on livre deuxième main sont des avions cargo.
Et on a un mix entre ce qu'on appelle les lessors, c'est-à-dire les organismes qui prennent des avions en leasing pour les donner aux compagnies, enfin pour les louer aux compagnies aériennes. Donc on a un mix de 50-50 à peu près. Donc ça, ce sont les drivers et les opportunités qu'on a au niveau du marché. Premier point que j'ai mentionné tout à l'heure, les services essentiels. On est souvent sur des routes qu'on appelle des public service offers ou des offres de services publics qui sont financées par les gouvernements pour aller désenclaver des régions. Et ça, c'est ce qui permet effectivement d'aller désenclaver des régions pour aller, ne serait-ce qu'à l'hôpital, ramener les personnes décédées dans les îles, etc., qui représentent voilà, un certain volume. 40% des ATR servent à ça. Et après, on a effectivement 85% des routes qui sont du domestique et 60% des routes qui sont du point à point. Alors ça, c'est un point important, une caractéristique de l'avion régional. Je sais qu'on va avoir des questions, des débats sur le sujet. Un avion régional, ça fait du point à point. Je vais vous donner un exemple. Pour aller de Toulouse à Nice, on avait Hop qui faisait avec un ATR Toulouse-Nice et Nice-Toulouse. Aujourd'hui, cette ligne a été supprimée. Et si vous voulez faire un Nice-Toulouse, vous pouvez passer par Paris et puis redescendre à Nice, ou alors même par Munich. Donc vous imaginez, bon voilà, si on parle d'empreinte carbone, c'est l'utilisation des big hubs des grosses compagnies aériennes. Aujourd'hui, les gens se posent de plus en plus la question, et le point à point est quelque chose qui va revenir fort avec la prise de conscience de l'impact CO2 sur la planète. Le SAF, j'en ai déjà parlé. On a une vague de remplacement, j'en ai un petit peu parlé à travers le 42. Un marché cargo qui est bien là, et également des nouveaux marchés comme le oil and gas qui veulent remplacer certaines routes avec des hélicoptères par des ATR, du mining, de l'humanitaire. Et un nouveau phénomène qui arrive également, c'est le New Regional Mobility Trends. Ce qu'on voit, c'est qu'avec le télétravail, il y a de plus en plus de gens qui vont loin des grosses villes pour travailler et qui vont se déplacer une fois par mois pour aller à la grosse ville et qui utilisent effectivement des transports point à point. Donc c'est aussi une opportunité sur le marché. Maintenant, je vais rentrer un petit peu plus dans la partie technique, sur les évolutions de la plateforme. Donc vous allez voir que c'est une plateforme qui est en évolution constante depuis le tout début. Le premier point, c'est que la TR-72 était le premier avion avec une voilure composite. Premier avion commercial avec une voilure composite, souvent on oublie ça. C'était le premier avion avec ce qu'on appelle alors c'était le premier IMA, Integrated Modular Avionics, c'est-à-dire un computer avec un OS comme vous avez sur l'ordinateur et des partitions pour faire les fonctions. Alors c'était dans les années 80, mais c'était les premiers prémices. Et vous allez voir que ça a évolué tout le temps. Donc la famille, j'y reviens pas, je vous l'ai déjà présenté. On a un glass cockpit, je vais vous en parler un petit peu, je vais vous parler un peu de ClearVision et des évolutions qu'on a eues sur la famille. Alors cette famille, elle a été en évolution constante depuis les débuts des années 84, notamment avec beaucoup d'incréments au niveau du moteur. Des incréments pour augmenter la poussée thermodynamique, mécanique, pour améliorer la performance globale de l'avion. On est passé également avec un cockpit complètement glass cockpit, c'est-à-dire qu'on a des écrans digitaux. On est passé de 4 pales à 6 pales, ce qui nous a permis d'augmenter l'efficacité des hélices et également de réduire le bruit des hélices. Et ensuite, on a continué dans la même ligne. On a fait du high density, on a fait du cargo flex, on a fait du RNPAR. Vous allez voir, après j'ai une petite vidéo qui vous expliquera un petit peu ce qu'il y a derrière ça. De l'Enhanced Vision System, vous allez voir ce que c'est-à-dire que c'est des caméras qui nous permettent de voir en réalité augmentée en pilotant l'avion. C'est le premier avion commercial qui a ça. Et on a changé également l'Air Management System. Le XT qui va arriver en 2022 cette année, moins 10% de DMC, moins 4% de SFC. Voilà. Et on a aussi modernisé pas uniquement l'avion, mais aussi la façon de manager l'avion et la façon dont derrière on s'occupe de l'avion pour nos clients. Et en particulier, on a digitalisé toute la documentation. C'est-à-dire que la documentation aujourd'hui, c'est le même système que le 350. C'est exactement c'est le même outil que le 350 avec la même approche. Et ça a été livré il y a 2 ans. Alors le cockpit. Donc là, vous voyez. Donc pour ceux qui ont connu l'ATR dans sa jeunesse, on voit que le cockpit a quand même pas mal évolué avec des écrans digitaux. On a aussi alors je vais passer comme ça, voilà.
Donc on retrouve tout ce qu'on a sur un avion moderne. On a également une électronique checklist qui est customisable et qui permet d'opérer l'avion aussi avec du contextuel pour les pilotes. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un événement qui se produit, il y a une checklist qui apparaît et donc ça aide le pilote à faire son travail. On a aussi, vous allez voir, une navigation airport. Et également, on est en train de changer un des derniers computers qui restait. Donc pour les anciens qui connaissent, c'est le MFC, le fameux MFC, le Multifunctional Computer, qu'on appelait aussi le Multifarser Computer à l'époque. Donc on est en train de le remplacer par un ordinateur qui s'appelle MFC NG, une nouvelle génération, qui est le state of the art de ce qui se fait vraiment en IMA, donc en Integrated Modular Avionics, et qui sera bientôt aussi sur toute la famille Airbus. Voilà, donc là je vais commencer par l'EVS. Qu'est-ce que c'est que l'EVS? Un Enhanced Vision System. Donc vous voyez sur le nez de l'avion, on a 3 caméras qui permettent de regarder tout le spectre de lumière et d'infrarouge et de thermique. Et le concept, c'est d'avoir alors vous connaissez tous les HUD, Head-Up Display, donc c'est quelque chose qui est mis, c'est comme vous avez dans la voiture, hein, quand vous avez les petits trucs qui se lèvent devant, là où vous avez la vision lointaine. Ben, nous, on l'a mis sur la tête, donc ça s'appelle un Head-Mounted Display, c'est-à-dire que le display, vous l'avez sur la tête avec les lunettes, et ça permet de voir déjà la symbologie, c'est-à-dire que vous pilotez l'avion tête haute et vous avez toutes les informations que vous avez tête basse, vous les avez en tête haute. Et également, ça permet de faire ce qu'on appelle le Enhanced Vision System que vous avez en bas à gauche en vert, là, et donc de voir et de faire de la 4.3A sans avoir d'autoland. C'est-à-dire que ça permet de réduire les minima quand il y a du brouillard et de pouvoir atterrir. Et c'est pas pour rien que Aurigny, qui est notre client de lancement, qui opère sur Guernsey, a ce système-là. Donc ce système-là, EVS, est certifié. On a fait le développement pour faire du synthetic vision tête haute et du combine, où on combine à la fois le enhance et le synthétique avec une profondeur de champ. Les deux à droite ne sont pas certifiés, mais ils sont en développement. Et Madame Covid est passée par là. Et donc on a pour l'instant mis en sommet la finalisation de la certification de ces fonctions-là. Un petit film pour vous montrer un petit peu toutes les capacités de l'avionique.
Voilà, donc là, ça vous donne un petit aperçu de toutes les évolutions qu'on a pu faire sur le cockpit. Donc vous voyez qu'en général, on sort à peu près un standard tous les 2 ans et on évolue continuellement en écoutant nos compagnies aériennes, en écoutant les spécificités également des opérations régionales, tout en ayant toujours en tête la valeur qu'on peut apporter en réduction de consommation de fuel. Côté cabine, vous avez la cabine ici. On a changé les sièges également pour réduire la masse. Et en même temps qu'on a réduit la masse, on en a profité pour élargir un petit peu l'assise. Donc on a sauvé 120 kg et on est à 18 pouces, ce qui se fait aujourd'hui dans tous les avions modernes en termes d'assise. Et ce qui donne un confort assez intéressant, avec des sièges qui sont également incurvés au niveau des genoux. Moi étant grand, je m'assois tranquillement dans les sièges. Ensuite, on a le moteur XT. Je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Donc, c'est un gros incrément du moteur. On a changé une turbine, on a changé toute la partie amenée d'air vers le compresseur, on a changé tous les roulements. L'objectif principal de ce développement était vraiment de réduire les coûts de maintenance. Donc, on a étendu le time on wing, c'est-à-dire le temps que le moteur reste avant une inspection, de 40%. Ce qui permet de réduire de 20% le direct maintenance cost du moteur et donc de réduire de 10% globalement le coût de maintenance pour notre avion. Et on a 4% de fuel saving qu'on a réussi à avoir en optimisant en particulier la partie compresseur et la partie turbine. Voilà, donc ce moteur est en cours de certification. On va le certifier à la sortie de l'été et on va livrer déjà les premiers avions cette année avec ce moteur. Si on se projette un petit peu dans le futur, on va continuer les évolutions de l'avionique. J'ai parlé du MFC, le MFC NG est en cours de développement et on certifiera en 2024 en même temps que la TR-42 STOL. Et on va parler de la partie du milieu dans un petit moment, à savoir qu'est-ce qu'on va faire maintenant entre aujourd'hui 2030 et une vision plus long terme 2040 où effectivement on parle beaucoup d'hydrogène, vous entendez parler du zéro émission hydrogène. Et je vais vous expliquer l'approche qu'on a chez ATR pour combler entre maintenant et 2040 de manière incrémentale. Bon, donc là on va entrer dans une partie un peu plus technique qui est ce que j'appelle le challenge de la planète. Et je vais faire un petit peu de rappel au début. Alors peut-être que vous connaissez déjà les grands principes, mais je pense que c'est important de partir de ce point-là. Donc on a ce qu'on appelle le radiative forcing factor qui mesure en fait de combien on réchauffe la planète ou de combien on refroidit la planète. Si on a RF égal à 0, ça veut dire qu'on est à l'équilibre, c'est-à-dire qu'on ne refroidit pas, on ne réchauffe pas. Et quand on a un RF qui est supérieur à 0, on a une perturbation, donc la température augmente. Les phénomènes sont assez complexes. Vous avez la radiation du soleil, les nuages aident à réfléchir une partie de cette radiation et on vient réchauffer par le soleil la Terre. Ensuite, on a des effets thermiques d'évaporation qui permettent effectivement de diminuer la chaleur de la Terre. L'évaporation fonctionne comme ça. On a des phénomènes assez complexes chimiques qui peuvent effectivement aussi refroidir la planète. Et vous avez les nuages, de manière globale, plus le CO2 qui sont des gaz à effet de serre, ce qu'on appelle, donc qui vont retenir une partie de la radiation que vous voyez avec la flèche orange en bas à droite. Et c'est ce qui fait qu'on a du réchauffement climatique. Alors on parle beaucoup du CO2. Vous allez voir, je vais parler un petit peu de tous ces polluants. Aujourd'hui, quand on brûle du kérosène, on a une production d'eau, de CO2, et une toute petite partie de polluants, dont le NOx et puis d'autres polluants. Donc l'idée, là, il y a eu pas mal d'études qui ont été faites dans le passé. C'est le DLR qui a commencé à faire ces études-là. Maintenant, il y a Lilly et Hall qui font ça. Donc je suis parti de l'origine de ce qu'avait prévu le DLR. Vous allez le voir juste après. Si on regarde maintenant de manière globale, donc si on regarde juste le NOx et le CO2, qui sont les deux polluants qui vont nous intéresser, si on regarde juste d'un point de vue transport, donc là c'est juste la vision transport, le air transport ça représente 5% des NOx et le air transport sur la partie CO2 ne représente que 12%. Si on fait maintenant le pourcentage d'émissions de CO2 de l'humanité, combien représente l'aviation en général, ça représente à peu près 3%.
Je vais juste vous prendre un exemple parce qu'on parle beaucoup de digitalisation, on parle beaucoup de crypto-monnaie, on parle beaucoup de toutes ces choses-là. Aujourd'hui, le digital, c'est 6%. Et ça augmente tous les ans. 6% de pollution CO2 liée au digital. Donc, quels sont ces effets? Donc, vous voyez ici le fameux RF que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, je rappelle, positif, on chauffe, négatif, on refroidit la Terre. Donc ça, c'est une vision instantanée sur un certain nombre de phénomènes, donc du CO2, une combinaison du O2 et du méthane, où là aussi, on ne sait pas trop si ça refroidit ou si ça réchauffe. Vous voyez les barres, c'est les incertitudes de la connaissance que l'on a. Donc vous voyez des grosses incertitudes. Vous voyez que sur le CO2, on n'a pas trop d'incertitudes. En revanche, quand on parle des contrails, donc ça, c'est les phénomènes que vous voyez en haute altitude, les gros nuages blancs qui sont créés derrière les moteurs en haute altitude. L'effet des contrails, c'est quelque chose qui est où une grosse incertitude dessus. J'y reviendrai juste après. Pareil sur les effets des cirrus, où on a pas mal d'inconnus. Donc vous voyez, si vous regardez ça, vous pouvez vous dire, mais pourquoi on regarde tant le CO2? Parce que finalement, le RF, il n'est pas si fort que ça quand on compare aux autres. Alors le problème du CO2, c'est quand on l'intègre dans le temps. La durée de vie du CO2, c'est 100 ans. Donc si on intègre maintenant dans le temps, voilà ce que ça donne. Donc vous voyez que le CO2 est le contributeur principal, effectivement, aux effets de réchauffement. Parce qu'on a une durée de vie qui est très longue. Maintenant, si on regarde un petit peu plus la partie contrails, et ça c'est des études un peu plus récentes, quels sont les impacts c'est pas uniquement le CO2 qui est important, c'est également ce qu'on disait tout à l'heure, les contrails, c'est-à-dire les nuages blancs, nitrogène oxyde. Donc aujourd'hui, si on regarde un bilan global, si on met 1 pour le CO2, on voit qu'on peut avoir un facteur de 2,5 à 3. Alors pourquoi? Parce que les contrails, même s'ils ne restent pas là très longtemps, ils ont un effet qui est très important très vite. Donc quand vous intégrez, c'est indirect, mais quand on l'intègre, ça a un effet très important. Et ils se produisent quand on est en altitude haute. La chance qu'on a, nous, c'est qu'on vole en basse altitude et on n'est pas soumis aux contrails, c'est-à-dire qu'on n'en produit pas. On est sous les altitudes où on rencontre ces conditions et donc nous ne produisons pas de contrails. Donc c'est pour ça que nous, on se concentre essentiellement sur le CO2 côté ATR. Alors j'ai mis ce slide-là parce que j'aime bien rappeler ça, c'est-à-dire que si on se remet en 1950 et qu'on regarde dans les années 2010, le gain qui a été fait sur la consommation de carburant est énorme par l'aviation. C'est-à-dire qu'on a eu des réductions de 70% des émissions de CO2. 70%. Alors derrière, il y avait quand même du mercantile, c'est-à-dire que le coût du carburant, ça coûte cher et qu'on a une relation directe carburant-CO2, il ne faut pas non plus se voiler la face, mais quand même, on a réussi en 50 ans à réduire de 70%. Donc quand on dit qu'on s'engage pour continuer à diminuer les émissions de CO2, j'ai aucun doute qu'on va y arriver. Maintenant, la question, c'est quelle piste il faut prendre et comment on y va. Donc je rappelle ici le track record de l'ATR, c'est la même chose que tout à l'heure. On a juste rajouté les NOx où on fait 2 fois moins de NOx que les avions régionaux jet. Et le 50% SAF. Donc ça, c'est notre point de départ. Et maintenant, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour aller encore plus loin. Et si on regarde, on compare, c'est une autre façon de voir les choses, le NOx entre des avions régionaux jet et également la partie bruit, parce qu'on a une perception que l'avion à hélice, ça fait du bruit. Ben non, si vous regardez, ça ne fait pas beaucoup de bruit comparé au jet. Là, vous avez les empreintes au décollage et à l'atterrissage pour un ATR comparé à un E175, un Embraer 175. Donc on est un bon voisin, ça c'est des mesures qu'on a prises pour Bromma, on a ça du côté de la Suède ou du côté de Londres, donc ça nous permet d'atterrir et de décoller sur ces aéroports qui sont très contraints d'un point de vue bruit. Voilà, donc on a aussi, donc ça c'est toujours l'avion d'aujourd'hui, on a un certain nombre de points qui sont importants, on a été reconnus par les autorités de financement de ce qu'on appelle le green financing, c'est-à-dire que pour acheter des avions ATR, comme on a des track records qui sont très bons en termes de CO2 et d'empreinte carbone et de bruit, on a accès à des financements labellisés financement vert.
Et on est les seuls à avoir ce label-là, ce qui est quand même assez intéressant. Donc aujourd'hui, il faut savoir que les entreprises, c'est plus uniquement faire de l'argent. Vous l'avez vu dans notre raison d'être. Il y a aussi l'aspect environnemental qui rentre en ligne de compte et l'aspect social et l'aspect sociétal. Donc en fait, quand on parle de sustainability, alors en français, sustainability, c'est, je vais y arriver. Ouais, pérennité, mais non, c'est un autre nom, mais peu importe. Je mélange l'anglais et le français, je suis désolé. Durable, voilà, j'ai cherché le mot durable. Donc pour être durable, il faut traiter tout ça. L'aspect sociétal, l'aspect économique et l'aspect environnemental. Si on regarde l'aspect environnemental, donc ça passe par les ressources, les matières hasardeuses. Il y a un projet, une réglementation européenne qui s'appelle REACH, qui traite la partie des polluants, comme les chromates que vous avez dans les peintures. Et après, il y a la partie climate change. Sur la partie climate change, voilà. Donc l'objectif, c'est de limiter le global warming à 1,5 degré d'augmentation. Ça, c'est l'accord de Paris 2015. On rappelle que l'aviation représente 3%, et il y a eu la déclaration de Toulouse qui a été signée l'année dernière, si je me souviens bien, ou cette année, non, début d'année, c'est ça, début d'année, qu'on a signé également, où on a un engagement de faire du net zéro en 2050. Alors qu'est-ce que ça veut dire du net zéro ? Parce qu'on parle de neutralité carbone, on parle de net zéro, je pense que ça mérite un petit éclaircissement. Si on parle de neutralité carbone, c'est ce que vous avez sur la gauche, ça veut dire que vous êtes autorisé à compenser. C'est-à-dire que si vous produisez du CO2, vous êtes autorisé à investir dans des industries plus vertes pour compenser ce que vous produisez en CO2. Au global, finalement, pour la planète, c'est pas forcément... voilà, c'est un petit peu... c'est mercantile, quoi. On fait des échanges de tonnes de CO2 versus des investissements. Donc quand on parle d'atteindre en 2050 du net zéro, c'est-à-dire qu'on ne compense pas. Donc ça, c'est un point qui est assez important à avoir en tête, parce que ça change complètement les trajectoires qu'on va vouloir faire. Et ça, c'est assez nouveau depuis quelques années. On est passé d'une vision où on allait vers de la neutralité carbone vers du net zéro 2050. Alors là, on a une définition, donc c'est important de l'avoir en tête. On a différents scopes. Le scope 1, c'est tout ce que émet l'industrie pour produire les avions. Donc tout ce que ATR émet quand il va produire les avions et toute l'énergie qu'il utilise. Et après, on a le scope 3 qui couvre en amont tout ce qui est la production par les suppliers et également l'utilisation de l'avion. Il faut savoir que le scope 3 représente 90% des émissions de CO2. Si on fait depuis la fabrication jusqu'à l'utilisation, ça représente 90%. Et on a signé cet accord sur le net carbone. Donc, on a un certain nombre d'actions au niveau des scopes 1 et scope 2. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est peut-être pas l'objectif ici, mais c'est pour vous montrer qu'on a une cohérence complète entre ce qu'on fait au niveau de l'avion, du produit, et la façon dont on produit le produit, la façon dont on travaille chez ATR, avec des parcs électriques. On achète de l'électricité qui vient du renouvelable. Donc on a une cohérence complète dans la façon dont on aborde le sujet. Et on a maintenant une stratégie sur le scope 3 qui est très claire, donc Sustainable Aviation Fuel, donc les fuels renouvelables, et je vais y revenir, l'éco-design et des améliorations incrémentales pour atteindre cette target de 2050, et en travaillant à la fois sur la partie technologie, je vais en toucher 2 mots, et sur la partie efficacité des vols également, parce que le trafic aérien, vous l'avez vu dans le Performance-Based Navigation, ça permet aussi, si on est plus précis dans la façon dont on pilote l'avion, de sauver du carburant. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous prenez l'avion aujourd'hui, vous faites de moins en moins d'attentes. Et là, c'est grâce au trafic, aux gestions du trafic, où en fait on ralentit ou on accélère les avions pour éviter d'avoir à les faire attendre. Je me rappelle, quand j'étais jeune, on pouvait attendre 10, 20, 30 minutes à faire des ronds dans le ciel avant d'atterrir. Voilà, et on a aussi cet accord avec les suppliers. Donc maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Donc comment réduire les émissions de CO2 ? Donc ce que vous voyez à gauche, alors vous pouvez en trouver plein, là j'ai pris celui qui sortait de l'Europe, c'est les trajectoires qui nous amènent à une neutralité carbone, à du net zéro en 2050. Donc vous voyez qu'en 2050, si vous suivez la courbe d'émissions de CO2, on est ici.
Donc, ce que vous voyez ici, c'est les différents contributeurs qui peuvent intervenir. En bleu foncé, vous avez l'apport technologique. En bleu, comme ça, ici, vous avez l'hydrogène. Donc, si on passe à l'hydrogène, voilà, on l'a mis à partir de 2040, on voit que ça va avoir une contribution. Le SAF, c'est cette grosse partie-là, des mesures économiques et également les mesures de trafic aérien qui contribuent. Donc vous voyez que vous avez un certain nombre de facteurs qui contribuent à atteindre ce net zéro et vous les avez ici également mentionnés. Si on regarde la partie opération, donc ça c'est juste un petit rappel par rapport à ce que vous avez vu tout à l'heure. Si on utilise du performance-based navigation, donc on va pouvoir piloter mieux l'avion sur sa trajectoire, on va pouvoir faire des descentes continues plutôt que de faire des descentes, un palier, une descente et un palier, ce qui nous permet de sauver par exemple 20 kg, ce qui représente 3% sur un vol complet. Je crois que c'est un vol de, je ne sais plus combien celui-là, ça doit être dans les 200 nautical miles. Donc ça c'est la partie trafic aérien. Donc vous avez des projets, César, de gestion du trafic qui sont en train d'évoluer. Vous avez le fellow flight côté Airbus aussi pour mettre les avions ensemble pour réduire l'empreinte carbone. Le nouveau sujet qui est en ce moment où on est en plein en train de travailler dessus, c'est les carburants durables. C'est les fameux SAF dont je vous parlais tout à l'heure. Alors il est hors de question de faire de la compétition entre la nourriture et le carburant, on est bien d'accord. Donc aujourd'hui, si on regarde la production de SAF à partir de rejets, de biomasse, etc., même d'huile de friture, on produit très très peu. Donc le gros challenge sur le SAF, ça va être de pouvoir le produire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle aussi de faire du P2L, de Power to Liquid, ce qui permet de combiner à la fois de l'hydrogène et de la capture de CO2 pour recréer du carburant. Donc ça, c'est ce qui est en train d'être travaillé. Toute la filière hydrogène est tirée effectivement par la vision long terme de l'hydrogène. L'hydrogène, ce n'est pas un carburant classique, c'est un moyen de stocker de l'énergie. L'hydrogène, c'est ni plus ni moins qu'une batterie en utilisant une molécule qui s'appelle l'hydrogène. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est natif. Donc on a deux moyens de stocker de l'énergie, batterie ou hydrogène. Donc c'est pour ça que tout ce qu'on fait sur l'hydrogène, de toute façon, ce sera utile parce qu'il n'y aura pas une réponse unique. Ce ne sera pas du 100% hydrogène, ce ne sera pas du 100% SAF, ce ne sera pas que de l'électrique, ce ne sera pas de l'hybride. Et vous allez voir, on va y venir. Si on regarde le biofuel, donc nous en 2019, on avait fait un vol avec Bratains et Nesté et RBP à 50% de SAF pour voir un petit peu les gains qu'on avait. On avait également optimisé le trafic aérien dans ce cas-là. Donc on avait sauvé 116 litres de fuel, ce qui représentait 11%. Juste par la partie trafic aérien. Après, ça représentait 46% parce qu'il y avait du SAF dans l'avion. Donc au total, sur le bilan global, on était à 46% de gain. Et 44 grammes de CO2 par pax par kilomètre. Donc ça, c'était en faisant du 50%. Maintenant, on est parti pour faire du 100%. On a fait début de cette année, en février, le premier vol 100% SAF sur notre avion prototype dans un moteur. Alors pourquoi c'est plus difficile d'aller à 100% SAF? Quand on fait du 50% SAF, finalement le carburant c'est un mélange et il est considéré comme du carburant classique entre guillemets. Un carburant Sustainable Aviation Fuel, il n'y a pas d'additif dedans et donc d'un point de vue lubrification de toutes les pièces mécaniques, de tous les joints, etc., c'est très agressif et juste pour la petite anecdote, le camion qui est venu remplir notre avion avec du SAF, ça fuyait de partout. Donc voilà, donc le problème, c'est le vieillissement des joints qui sont nourris par tout ce qui est additif. Alors, nous, comment les additifs qu'on a dans le carburant en particulier, si on met du SAF, on pourrait très bien rajouter des additifs, ça représente que 0,4% ou 0,5%. Le problème, c'est que quand vous volez en altitude haute, c'est ce qui va aussi générer des conditions pour faire des contrails. Mais comme nous, on est en dessous, et c'est pour ça qu'on vise d'avoir en 2025 du 100% SAF, c'est de rajouter un petit peu d'additifs pour être le plus proche possible du carburant que l'on utilise tous les jours. Donc on a fait un premier vol 100% SAF avec notre prototype. Et là, le 21 juin, normalement, à confirmer avec le client Bratains, on va faire un vol 100% SAF sur les deux moteurs. Sur une route en Suède, sans passagers, mais ça va nous permettre d'en apprendre beaucoup sur comment on fait l'approvisionnement. Je peux vous dire que ce qui est le plus dur, c'est quelque part, là, c'est l'approvisionnement. Et on vise en 2025 donc de faire du 100% SAF. Et on a commencé également à livrer des avions avec du SAF. Et je dirais toute l'aéronautique est en train de bouger dans cette direction, Airbus aussi.
Safran, par exemple, fait ses essais au banc maintenant avec un mélange à base de SAF également. Donc toute l'industrie est orientée dans cette direction-là, parce qu'aujourd'hui, c'est la meilleure réponse et la réponse la plus courte pour commencer à traiter le problème. Donc on commence, nous, à livrer effectivement des avions également avec un mélange de SAF. Il faut savoir que le SAF, comme c'est rare, c'est cher. Le SAF, c'est 3-4 fois plus cher qu'un carburant normal. Ça fait cher. Ouais, mais bah oui, là on a la chance entre guillemets. Mais le pétrole remontant, ça va pousser dans cette direction-là. Maintenant, si on regarde les énergies alternatives, alors là, je vais rentrer aussi dans quelque chose parce que je pense que c'est important de parler de vraies choses, parce que dans la presse, on lit souvent, comment dire, tout et son contraire. Donc, je vais vous parler un petit peu des émissions end-to-end, c'est-à-dire depuis la production de l'énergie jusqu'à l'utilisation. Donc, on a ce qu'on appelle le well to tank. Donc, ça, c'est tout le circuit d'approvisionnement depuis l'extraction jusqu'au camion, et on amène dans l'avion le kérosène. Et après, évidemment, il y a la partie tank to wake. Donc là, on consomme l'énergie. Je ne parlerai pas de la partie recyclage parce que c'est trop compliqué, ça mènerait un biais assez compliqué. Donc si on regarde ça et qu'on regarde maintenant les valeurs pour le kérosène. Donc le kérosène, quand on fait l'extraction et qu'on l'amène, donc vous allez voir que toutes les comparaisons, c'est un équivalent kilowattheure. Donc c'est 54 grammes de CO2 par kilowattheure. Et quand on le brûle, quand on vole, c'est là qu'on produit le plus, avec du kérosène, 265 grammes de CO2 par kilowattheure. Maintenant, on va refaire le même bilan avec des énergies alternatives. Donc on parle de batteries. Donc les batteries, vous voyez qu'elles produisent du CO2, mais pas forcément quand on vole, si on a de l'électricité renouvelable, mais quand on la produit. 133 grammes de CO2 par kilowattheure et par cycle. Aujourd'hui, les batteries, il faut les changer à peu près entre 2000 et 5000 cycles, si on extrapole 5000 cycles. Donc ça, c'est les batteries lithium-ion. Aujourd'hui, un ATR fait 2000 cycles par an. Donc ça veut dire que, tous les ans, 1,5 ou tous les 2 ans, vous avez à changer les batteries. Donc quand vous faites le bilan global, ça, il faut le prendre en compte. Maintenant, quand on regarde l'hydrogène, on voit que pour l'hydrogène, entre le produire, le transporter, etc., on est assez proche du kérosène, à condition qu'on le produise de manière propre. Aujourd'hui, en Europe, 90% de l'hydrogène produit est produit à base de craquage du kérosène. Donc la filière hydrogène, si on veut vraiment, il faut pousser pour que cette filière d'hydrogène se développe. Il y a des projets européens pour ça. Il y a des gros investissements qui sont faits. En Norvège, ils commencent à construire des usines pour produire en verre de l'hydrogène, mais il y a un gros travail à faire sur la partie production de l'hydrogène. Et si on regarde au moment où on vole, si on utilise de l'électricité verte, entre guillemets, on ne produit pas de CO2, on ne produit pas non plus quand on utilise de l'hydrogène vert, et on compare ça par rapport au kérosène. Donc vous voyez que quand on compare, on a quand même des chiffres intéressants. Maintenant, si on regarde qu'est-ce qui fait qu'un avion est économiquement viable, parce qu'effectivement, si on fait voler des avions avec peu de passagers, parce qu'on a tellement de masse à bord que ça ne marche pas. Donc qu'est-ce qui fait que ça marche ? Bon, le premier truc, c'est que votre direct operating cost, ça c'est le coût d'achat et le coût d'opération de l'avion. Et de plus en plus, on aura aussi la partie NOx et la partie noise et CO2 en particulier, qui va rentrer dans l'équation économique globale. Si on regarde les émissions de CO2, là ici vous avez les émissions de CO2, kérosène, hydrogène, batterie. En noir, c'est le statut actuel, je dirais, de la production green en Europe. Et en vert, c'est si vous produisez complètement en renouvelable. Donc ça, c'est les émissions de CO2, auxquelles il faut rajouter quand même un aspect important, qui sont l'efficacité. C'est-à-dire que l'efficacité d'une turbomachine, on est à peu près à 30% sur un jet. Et l'hydrogène, si vous prenez une fuel cell, une pile à combustible, on est à 50% d'efficacité. Et l'électricité, on est plus proche de 95%. Tout ça doit être mis dans l'équation. Et si on regarde maintenant la partie économique, le kérosène, alors ce n'est pas les chiffres actuels avec le prix actuel, je tiens à préciser, c'est les coûts avant la crise. Le kérosène, c'était 7 centimes de dollars par kilowattheure. L'hydrogène,
39 cents dollars par kilowattheure et l'électricité 12. Donc vous voyez les rapports qu'il faut gagner aussi en termes de coûts. Donc aujourd'hui, si on veut être pragmatique, je dirais, le kérosène, finalement, c'est pas si mal. D'où l'investissement aussi sur le SAF, puisque justement on traite la partie CO2 tout en travaillant effectivement avec quelque chose qui va permettre de fonctionner. Donc maintenant, il faut investir sur cette filière hydrogène pour réduire les coûts, et pareil sur la filière électrique. Alors, en 2018, quand on a commencé à travailler sur ces aspects-là, on s'est dit, c'est quoi le challenge pour un ATR? Un ATR 42, donc petit avion. Le challenge, vous avez les caractéristiques ici, en termes de puissance moteur, en termes de max take-off weight. Le challenge, c'est un challenge à 4 MW. C'est-à-dire qu'on a 2 MW de chaque côté. Donc c'est un petit avion, on est déjà à 4 MW. À l'époque, il y avait plein de gens qui disaient, je me rappelle, je ne vais pas citer de nom, mais on va faire un avion tout électrique de la taille d'un 320, il faut aller sur tout électrique. Alors on s'était amusé, faire une petite analyse. On va dire, on prend notre avion avec la même max take-off weight et on commence à remplacer les passagers par des batteries. Et on regarde ce que ça donne en termes de mission. Donc là, vous avez en bas l'énergie par kilogramme. Donc aujourd'hui, on est plutôt sur le vert, hein, c'est-à-dire on est à, que je me souvienne bien, que je vous raconte pas, on est à 200 Wh par kilogramme. En extrapolant, on peut passer à 400, donc c'est la courbe verte et la courbe violette. Et ici, vous avez le range, c'est-à-dire la capacité de l'avion, et vous avez différentes courbes qui représentent le nombre de pax, le nombre de passagers. Aujourd'hui, un ATR, ça fait des missions qui sont ici. Maximum, la mission maximum, c'est 700 nautical miles. Donc ces 700 nautical miles, si vous voulez faire avec 48 passagers en électrique, on serait par là, quoi. Donc maintenant, si on regarde différemment et qu'on dit, on peut transporter combien de passagers avec ces batteries ici, avec cette densité-là, vous voyez qu'on peut faire 200 nautical miles avec 20 passagers maximum. Donc en fait, vous avez un avion qui transporte des batteries, mais qui ne transporte pas de passagers. Donc la conclusion a été, et ça c'est important parce qu'on entendait tout le monde qui voulait dire on va faire du full électrique, 100% électrique. J'ai été approché par des gens qui voulaient faire un ATR électrique 100%. Non, ça ne marche pas. En particulier avec des batteries lithium-ion, parce que les batteries lithium-ion, il faut contenir les emballements thermiques, cellule par cellule, et ça pèse très très lourd. Bon, ça c'était le premier constat, donc on évacue de suite le tout électrique. Donc on passe maintenant, on dit, l'hybride, qu'est-ce qu'on peut faire sur de l'hybridation? Donc il y a différents types d'architectures, ce qu'on appelle des architectures parallèles, où vous avez la machine classique, alimentée par du jet A ou du SAF, et vous avez un moteur électrique. Nous, on a la chance d'avoir une boîte de vitesse entre le moteur et l'hélice, et donc sur la boîte de vitesse, on peut aussi connecter des moteurs électriques. Et ces moteurs électriques, on peut les alimenter soit par des batteries, soit par des piles à combustible avec de l'hydrogène derrière. Donc on a analysé tout ça avec des caractéristiques qui sont là. Ce sont des caractéristiques, je dirais, classiques et de ce qu'on sait faire aujourd'hui, un peu extrapolées dans le temps. Et surtout, dans l'hybridation, on utilise la partie électrique dans les phases où on en a besoin, qui sont la montée et le début de croisière. Et donc on a un power split ici de 0,15, donc très bas, 15% de la puissance globale qui est fait avec de l'électrique. Et on a regardé ça. Bon. Le résultat n'était pas extraordinaire parce qu'on ne resizait pas, c'est-à-dire qu'on conservait le moteur tel qu'il était aujourd'hui, on utilisait juste la partie électrique pour faire un tout petit power split. On a fait la même chose avec les fuel cells. Donc là, vous avez les caractéristiques avec l'efficacité de la fuel cell. On avait regardé de faire du compressé, du cryo-compressé, du liquide. Et là, effectivement, on se rend compte qu'on monte à 0,5 en power split, donc on est déjà beaucoup plus haut. Et ça permet effectivement d'atteindre des objectifs. Pour avoir une nouvelle technologie comme ça, pour faire entrer dans un marché, il faut être au moins 30% de gain. Si la carotte est trop petite, le risque derrière
est trop gros, il faut au moins être à 30%. Alors quels sont les challenges? Si on regarde les challenges de l'hydrogène, bon, si on fait de la pile à combustible, il y aura forcément d'électrique. Alors c'est la fameuse loi de Paschen, c'est-à-dire que quand vous montez en altitude, alors nous on n'est pas trop haut, ça va, mais quand vous montez très haut en altitude, je vous rappelle que la puissance, c'est l'intensité fois le voltage, et donc c'est P égale UI. Donc si vous ne voulez pas avoir des gros câbles énormes pour passer de la puissance, ben, il faut augmenter les tensions. Et quand vous augmentez les tensions, la loi de Paschen dit que quand vous montez en altitude, ben, c'est très difficile d'isoler, et donc vous allez avoir du arcing entre le conducteur et le retour à la masse de l'avion. Donc ça, c'est un des gros challenges quand on parle d'électrique, et parce qu'on parle de tensions qui sont assez énormes. Aujourd'hui, un 787, arrêtez-moi si je dis une bêtise, mais je crois qu'on est à 230 volts de mémoire, je crois, non, c'est 270, non distribué. Non distribué. Là, on parle de milliers de volts. Hein. Donc un gros challenge là-dessus. Gros challenge sur la batterie, j'y reviens pas, je vous l'ai démontré. Là, vous avez les chiffres, donc il faut 130% de plus de masse à isopuissance. Bon, l'avantage qu'on a pour cette partie-là, c'est que quand on regarde de l'hydrogène, ben, on est à peu près à 50% d'efficacité globale, comparé à l'utilisation du kérosène et un moteur classique, où on est plutôt aux alentours de 30%. Maintenant, si on parle du stockage. Donc stockage, on a du compressé, cryocompressé, du liquide. Bon, donc là, il y a des enjeux d'avoir des réservoirs qui résistent à la pression, parce qu'on parle de 700 bars, 800 bars. Si on est sur du liquide, bah, il faut rester froid, parce que sinon on a un phénomène de bouillonnement, et donc ça c'est pas bon. Donc il faut évacuer une partie de l'hydrogène. Donc on se retrouve, si on parle d'une fuel cell complète, d'un système complet, sur la masse complète d'un système, on n'utilise que 6 à 7% que 6 ou 7% de la masse complète du système qui représente de l'hydrogène qu'on peut utiliser. La chance qu'on a, c'est que l'hydrogène est 3 fois plus énergétique que du kérosène en masse. Quand on parle en masse, je ne parle pas en volume, hein, en masse. Voilà, mais pour faire 1 MWh d'énergie, ça veut dire 70 kg d'hydrogène. Bon, et puis, bon, il y a l'aspect du coup que je vous ai déjà montré. Maintenant, si on regarde la même photo, mais pour... ah non, pardon, j'ai encore ce point-là. La partie safety autour de l'hydrogène. Est-ce que l'hydrogène est plus dangereux que du kérosène? Est-ce que c'est une perception ou est-ce que c'est la réalité? En fait, il y avait des essais qui avaient été faits. La flamme hydrogène, alors tout le monde a en tête le Zeppelin. Alors, parce que le Zeppelin, c'est pas forcément l'hydrogène qui a été embêtant, c'est plutôt la peinture qui a brûlé et le revêtement qui était autour du Zeppelin. L'hydrogène, c'est une flamme qui est très très légère et qui brûle très loin des parois. Donc, si vous l'amenez à l'extérieur, ça brûle tranquillement et loin des parois. C'est très volatile. Donc ça veut dire qu'il faut bien ventiler quand vous mettez dans des zones fermées. Mais après, derrière, c'est pas quelque chose qui est plus dangereux, c'est juste quelque chose qui est à manipuler différemment parce que ça a des propriétés différentes. Mais c'est pas forcément plus dangereux que du kérosène. Maintenant, si on regarde les batteries, bon, la gravinométrie, je vous l'ai déjà dit, donc pour les batteries, à iso-énergie, il faut 7 fois plus de masse. La fameuse loi de Paschen, on a la même chose, puisque si on met des batteries, on va avoir à transporter cette énergie électrique, donc on va devoir augmenter les tensions. Et on a un petit phénomène supplémentaire, en particulier sur les batteries qui sont à base de lithium-ion, mais toutes celles qui ont un isolant entre les deux un peu liquide. On a ce qu'on appelle des dendrites qui se forment entre les anodes et les cathodes. C'est ce qui fait que dans le temps, au bout d'un moment, toutes les batteries que vous avez dans la voiture, à un moment elle est en court-jus. Le court-jus vient du fait que dans le temps, on a des dendrites qui vont faire un court-jus entre l'anode et la cathode. Donc au niveau batterie, si on veut aller sur de la batterie, et vous allez voir qu'on va en parler après, il faut plutôt aller sur du solid state qui est en cours de développement. Solid state, ça veut dire que vous n'avez plus de partie liquide entre les deux. L'avantage des batteries qui sont complètement solides, c'est que vous n'avez pas d'emballement thermique. Vous pouvez transpercer avec un clou, il ne se passera rien. Vous n'avez pas de liquide à l'intérieur, donc vous n'avez pas ce phénomène-là. Et en plus, ces batteries-là se rechargent très rapidement, alors que là, il faut tout un cycle particulier pour recharger ce type de batterie. Et bien évidemment, on ne va pas laisser un avion au sol 8 heures pour recharger. Un avion, ça fait de l'argent quand il est en l'air.
Donc la seule solution, si on veut être avec des batteries et qu'on veut recharger, c'est faire du swap de batterie avec des voltages très gros. Vous imaginez les difficultés. Donc là, ce petit tableau, c'est pour vous faire un bilan. Donc on a pris un ATR72 et on a regardé les missions qu'on peut faire avec le nombre de packs qu'on peut mettre à bord et les émissions de CO2. Donc vous voyez qu'un ATR72, bon voilà, ça c'est la référence. Si on est du tout électrique, on est inférieur à 10 packs, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc du 100% électrique, c'est plutôt pour des avions de tout petits segments, c'est-à-dire de la mobilité urbaine, c'est-à-dire de l'aviation générale, mais pas de l'aviation régionale. L'hybridation à base de batterie, là vous voyez deux chiffres, un chiffre qui est à 0%, un chiffre qui est à 20% de gain. Si vous ne resizez pas le moteur, c'est-à-dire que vous n'utilisez pas la puissance de l'hybridation pour optimiser la machine, le gain il se neutralise entre la masse que vous mettez sur l'avion et le gain que vous avez. En revanche, si vous l'utilisez pour changer la taille du moteur, vous avez des gains forcément de coût de maintenance du moteur, puisque le coût de maintenance d'un moteur est directement proportionnel à sa puissance, et vous gagnez en émissions de CO2. Et enfin, l'hydrogène, qui est effectivement la voie la plus prometteuse, si on regarde, et donc ça c'est la voie la plus prometteuse, mais qui va demander, vous avez vu les challenges qu'il faut relever, beaucoup de développement. Donc là on parle des horizons 2035-2040. Donc nous aujourd'hui, ce qu'on regarde, c'est cette ligne-là, et on se dit, voilà, les 20% sont atteignables. Donc ça, c'est ce qu'on a commencé à faire. Et donc, aujourd'hui, vous avez vu l'annonce et vous. Après, je pourrais vous passer la petite vidéo qu'on a faite pour annoncer ce lancement. Alors, c'est pas le lancement d'un programme, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, on est en phase d'exploration. On a lancé une request for information, c'est-à-dire qu'on a demandé à tous les motoristes de la planète qu'est-ce que vous pouvez proposer en laissant le plus ouvert possible avec de l'hybridation, en optimisant complètement le système propulsif. Donc on est plutôt sur cette partie-là. Mais en même temps, on dit il faut que ce qu'on va faire soit future-proof. Future-proof, ça veut dire que sur le plus long terme, on regarde aussi l'aspect hydrogène et il faut qu'on ait une capacité sur du plus long terme à pouvoir avoir les provisions déjà mises dès le début pour pouvoir switcher à l'hydrogène plus tard. Si on parle de fuel cell, ce sera, de toute façon, on aura un moteur, donc on saura faire. Et l'autre point qui est regardé, c'est la combustion de l'hydrogène. Si on parle de ça, donc c'est là où c'est important, c'est-à-dire que comme on va consommer moins, ce sera plus facile d'avoir du SAF puisqu'on en mettra moins, et ça coûtera un petit peu moins cher puisqu'on met du SAF à bord. Voilà, donc là c'est la... Alors s'il n'y a pas le son, ça va être difficile. Il n'y a plus le son. Ah. Exploring the development of the next generation of aircraft that will enter the market before 2030. Turboprop is the aircraft technology of today and of the future. The next generation ATR will be a step forward in responsible flight. And here it is. This is the ATR Evo. I'm excited to tell you we at ATR are preparing the regional aircraft of the future, investigating what could bring value to our customers. The ATR Evo will encompass innovative technologies to enable significant improvement in performance, economics, and sustainability. It will have advanced design features and a new power plant with hybrid capability to optimize its performance and reduce even further the direct maintenance costs while keeping the versatility of our aircraft family, which has been one of the big advantages of Warcraft. The next generation ATR will feature improved performance in terms of time to climb and will encompass new eco-designs that include new propellers, improved system, and an improved cabin using biosource materials. Eco-design will be at the heart of all what we will do on this aircraft. It will remain a two-engine turboprop that can be powered by 100% sustainable aviation fuel. We will combine
investing on future generation engine technology. The Ater Evo will emit 20% less CO2 when powered by kerosene. Therefore, over 50% less CO2 compared to regional jet. And it will be close to zero when 100% sustainable aviation fuel is used. It is a big step towards decarbonization of regional aviation. Our customers need more than ever modern, sustainable, and cost-effective aircraft. And I am happy to say that the ATR Evo will just deliver that to better meet the needs of the market and the expectation of our customer. The ATR Evo will be even more economical with double-digit operating cost savings. It will burn 20% less fuel, it will emit 20% less CO2 compared to existing engines, and it will cost 20% less to maintain. Our new family will therefore contribute to making air transport more inclusive by giving our operators the opportunity to either offer more affordable tickets to their passengers or to reinvest the cost saved to capture new markets. In both cases, it means more connectivity, more essential service, more economic development for their communities in a more sustainable manner. And now I leave to Stéphane to explain in more detail how the new feature of the ATR Evo will help deliver just that. You can see on this 3D model the field of investigation and trade-off underway. We've been working for quite a while to assess what technology makes sense to be put on board, starting by the power plant architecture, aircraft integration, while simplifying the overall energy and traction management by the pilots. We are investigating how to further optimize the propellers to improve performance and reduce the noise. This is why you can see 8 blades on this model. From an aerodynamic standpoint, you can see, for instance, that Karman shape is also optimized and all junctions between shapes are rounded to take benefits from modern aerodynamic tools with the target to reduce the overall drag of the aircraft. We are also looking to take benefit from new technology for the VIC, replacing the mechanical boots with an electrical solution. Last but not least, we are reaping the benefits of our 40 years experience operating in regional markets to enhance even further our avionics capabilities. As you can see, we're paving the way for the ATR Evo, the next generation of our best-selling aircraft. In the coming months, ATR will be working with airlines, engine manufacturers, system providers, with the aim to decide a launch in 2023, making aviation more sustainable and more affordable for today and tomorrow. Voilà, ça c'est l'annonce qu'on a fait la semaine dernière. Bon, j'espère que vous avez compris tout ce qui nous a amené, toutes les réflexions qui nous ont amené à ce concept plein incrémental sur lequel on travaille avec les motoristes, avec les compagnies aériennes et avec les systémiers pour pouvoir lancer ce projet en 2023 et entrer en service dans la décade. Donc vous avez vu un petit peu les grands axes que je vous expliquais, à savoir l'éco-responsabilité, mais aussi la partie économique qui est importante, puisqu'on doit faire une solution qui soit viable économiquement également. La partie Sustainable Aviation Fuel, qui est un de nos gros axes de travail pour décarboner l'aviation régionale. Et après, sur le plus long terme, effectivement, d'utiliser des énergies alternatives, donc commençant par de l'hybridation, avec des batteries, mais batteries solides. Et après, avoir déjà des provisions pour être future-proof sur du plus long terme. Je vous remercie de votre attention et on a du temps pour les questions. Est-ce que c'est pas un nouveau programme finalement? Parce que la forme ne paraît pas être la Terre actuelle. C'est pas la Terre actuelle. Mais tout ce qui a été touché, ce sont que des structures secondaires et que des Karman, des capots et ce genre de choses. On n'a pas du tout touché à la structure primaire. Voilà, donc ça on est en train de regarder les gains. Alors on sait que sur le Karman, on a des gains aérodynamiques. En fait, on avait fait des études en 2016
On sait où on peut gagner, donc on peut gagner sur la partie Karman, sur l'intégration de l'hélice à la nacelle et à la voilure. Quand la Cipal a été designée, il y a un petit moment maintenant, elle a été designée en isolé, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas l'influence de la cellule sur les performances de l'hélice. Et là, l'idée, c'est de faire ce design des hélices intégré à la cellule, ce qui permet de gagner entre 1 et 1,5% aussi. Donc c'est pour ça que vous voyez des choses qui ont changé, mais je peux vous assurer qu'il n'y a que des parties qui sont des capots qui ont été touchés, que des structures secondaires. Mais comme quoi, juste en touchant sur les structures secondaires, ça change complètement la perception. Est-ce que vous garderez le principe Stoll sur ce développement? Oui, bien sûr. On ne l'a pas dit, mais c'est important aussi, tant qu'à faire. Non, ce qu'on est en train de faire, ça couvre toute la famille, bien évidemment. D'accord. Autre question? Attends, dans l'ordre, là, il y avait une personne, un monsieur là, qui avait levé le bras. Merci beaucoup. Dans l'hypothèse un petit peu plus long terme de l'hybridation, et en particulier dans l'hybridation série, vous n'avez pas du tout évoqué l'intérêt de la propulsion distribuée. Est-ce que ça ne fait pas partie de vos réflexions actuellement? Nous, on raisonne de manière incrémentale, donc on ne parle pas d'un nouvel avion. Donc effectivement, c'est une hypothèse que l'on a écartée pour l'instant. Si on connaît les gains de la propulsion distribuée. Après, vu la taille de notre avion et le nombre de moteurs qu'on pourrait mettre, il faut toujours aussi avoir en tête l'équation aussi derrière qui va être l'équation économique. Le plus on rajoutera de moteurs, le plus on aura de la maintenance. Et aujourd'hui, nous, on juge que le jeu n'en vaut pas forcément la chandelle, quoi. Oui, dans la réduction de longueur de piste, j'ai vu que ça concernait la TR-42 d'abord, et vous avez travaillé que sur la puissance des moteurs. Il n'y a plus rien à gagner sur l'hypersustentation de cet avion? Alors, je ne l'ai pas mentionné, mais quand on dit qu'on augmente la puissance des moteurs, on va décoller en flap 25. Donc on a augmenté les cabrages de flap pour le décollage. Quand on a plus de puissance, on augmente les flaps au décollage, ce qui nous permet d'avoir plus de portance et de décoller plus court. Donc effectivement, on utilise la puissance des moteurs qui est couplée à un braquage plus important des flaps au décollage. Et pour la partie atterrissage, comme je l'ai dit, il y a de l'auto-brake pour réduire les temps de freinage, parce que quand c'est du freinage manuel, on a une ou 2 secondes, je ne sais plus, de laps à prendre dans la perfo sur la piste. Et on a les spoilers pour augmenter aussi pour diminuer la portance à l'atterrissage. Et on fait aussi des descentes rapides pour pouvoir, réduire la distance d'atterrissage, parce qu'il ne faut pas traiter que le décollage. Le décollage est quelque part pas très compliqué parce qu'on a la puissance. Oui, bonsoir. Merci pour cette présentation. Je reviens juste sur les questions précédentes. Est-ce que vous allez explorer d'autres architectures d'avions? Vous avez dit que vous alliez vous marchez par incrément. Explorer d'autres architectures, parce que quand on regarde un petit peu les différents projets, EAG, ES-19, etc., il y a vraiment des avions qui ont des architectures différentes de l'ATR. Est-ce que vous avez des pistes, même sur le long terme, sur des nouvelles architectures d'avions comme ça? Alors déjà, l'architecture qui est derrière ce que je vous ai montré, c'est quand même pas anodin en termes d'architecture. On parle d'utiliser un FADEC pour piloter complètement toute la puissance du moteur, les hélices, etc. Donc en termes d'architecture système global, avec un système de batterie de distribution, c'est pas anodin. En termes d'architecture où on casserait la structure primaire, non, ça on ne le regardera pas. C'est plutôt de faire un nouvel avion. Donc ça c'est nos partenaires qui travaillent avec nous. Notre mission ATR, c'est de faire de l'incrémental pour maintenir le produit state of the art et effectivement le faire évoluer progressivement, mais on ne peut pas tout faire parce qu'on est limité par la certification, donc on ne peut pas casser tout l'avion, sinon c'est un nouveau type certificate, c'est un nouvel avion. C'est pas notre mission. Notre mission, c'est à travers des incréments, comment on peut maintenir notre produit et comment on peut l'amener effectivement à contribuer à la décarbonisation, tout en regardant le plus long terme avec nos partenaires. On a 2 gros partenaires, Airbus et Leonardo, qui travaillent plutôt sur ces architectures disruptives plus long terme.
Bonsoir, merci pour votre exposé. Compte tenu qu'on a déjà la voilure extrême en carbone et les gouvernes la rudeur, est-ce que ce ne serait pas un step qui serait à analyser en attendant la maturité de la motorisation de passer le fuselage en carbone pour le gain de masse que ça apporte également? Alors, si on regarde les gains de masse au niveau d'un fuselage, le gain de masse au niveau d'un fuselage, quand on parle carbone, c'est pour des fuselages qui sont plutôt gros, avec des gros delta P, des gros delta de pression, parce que c'est la fatigue qu'on traite quelque part. Nous, on ne vole pas très haut, on n'a pas des gros delta P, et il n'y aurait aucun gain en termes de masse à aller dans cette direction-là, parce que de toute façon, il faudrait faire le retour à la masse, donc il faudrait avoir un wire mesh à l'intérieur du carbone, et en fait, c'est pas intéressant. Et si vous regardez dans le monde entier, il y a des tout petits avions qui ont essayé, mais c'est plus des bizjets, mais ça c'est pour faire un peu pour faire plaisir aux propriétaires en disant j'ai un avion carbone. Mais de mettre un fuselage sur un ATR carbone, ça n'a aucun gain. Et ça n'amènera que des problèmes. Déjà démontré par Airbus. On oui, l'avait vu, c'était mes déclarations. Je viens d'Airbus, donc je sais. Non, mais c'est pour ça, je cite les études qu'on avait fait à l'époque. Ouais, tout à fait. Tout à fait. On peut même, le bord d'attaque qui est en composite, on peut même le remettre en métallique. Quand est-ce qu'il y aura un FADEC? Non, c'est après. C'est pas sur le 127 XT. C'est quand on passera avec cette propulsion-là. Alors c'est un FADEC, mais c'est ce qu'on appelle un IPEC, c'est-à-dire que ça fait également le pas de l'hélice. Ça ne fait pas que la gestion du moteur. Oui, tout à fait. Alors, une autre question. On a vu arriver près de chez vous, à Blagnac, des fournisseurs de chaînes propulsives décarbonées, pour ne pas dire avec des piles à combustible, et qui proposent du rétrofit avec des STC. Qu'est-ce que vous en pensez? Je serais ravi que ce soit faisable. À ce propos, est-ce que tu pourrais revenir sur la planche qui montre les performances qu'on atteint dans les conditions hybrides? Parce qu'il y a, voilà celui-là. Là. Le dernier, là, hybride hydrogène, 66 pax, la dernière ligne, si tu veux, 200 nautiques, elle est pas mal quand même. 200 nautiques, c'est pas beaucoup. On fait du 700 nautiques. Bon, la majorité, pourquoi on prend 200 nautiques, c'est que la majorité de nos vols sont à 250 nautiques quand on regarde. Mais pourquoi on n'est pas parti dans cette direction-là pour l'instant, c'est que la maturité est pas là. Nous, ATR, on développe pas, on fait pas de développement de technologie. C'est-à-dire qu'il faut que la technologie soit déjà mature. Aujourd'hui, la technologie n'est pas encore mature. C'est pour ça qu'on pense qu'il faut faire d'abord cette étape-là. De toute façon, on va apprendre beaucoup sur l'étape d'avant. Et avoir en tête, donc c'est pour ça qu'on y travaille aussi, on le regarde, pour avoir des provisions. Mais à partir du moment où des fuel cells seront disponibles, aujourd'hui, dans les problématiques des fuel cells, je vous en ai cité quelques-unes problématiques, mais les piles à combustible, vous avez vu l'efficacité, c'est 50%. On parle de 4 MW. 50% de 4 MW, ça veut dire que vous allez devoir dissiper 2 MW. Comment on dissipe 2 MW? Donc les challenges technologiques sont assez énormes autour de l'hydrogène, de la pile à combustible. Si on regarde la combustion d'hydrogène direct, là il y a beaucoup de travail à faire. C'est des choses que l'on regarde, c'est des choses mais aujourd'hui on juge que ça va pas arriver tout de suite, quoi. Si tu veux, dans cette planche là, moi ce qui me gêne un peu, c'est de prendre la référence du haut, 72 pax, 200 nautiques miles, avec le max take-off weight de 24 tonnes, ce qui n'est pas vrai. En fait, c'est une référence par rapport aux consommations, mais ça ne correspond pas aux capacités maximales de l'avion. Non, tout à fait. Tandis qu'en bas, tu dois rester à 24 tonnes et tu peux accomplir en hybride hydrogène avec 66 pax seulement 200 nautiques. Et donc, c'est un peu trompeur. C'est un peu trompeur, je suis d'accord. À cet égard. Voilà. Il a encore l'œil fin, Alain. Oui. Sinon, je peux mettre en référence 700 nautical miles en haut et on est à max take-off weight.
Et oui, pour moi, Tout à fait. ça m'a... Merci, je corrigerai. D'accord. Oui, merci pour la présentation. J'avais une question concernant toujours votre solution à l'horizon 2030, donc une hybridation avec de l'hydrogène liquide. Non, à l'horizon 2030, ce ne sera pas que de l'hydrogène liquide, c'est avec des batteries. D'accord, ok. C'est ça que j'avais pas compris. Oui, effectivement, parce que l'hydrogène liquide, ma question c'était quelles infrastructures seront capables de fournir de l'hydrogène liquide? Non, mais c'est pour ça qu'on part plutôt sur des batteries, c'est-à-dire qu'on voit que les batteries ont évolué, c'est-à-dire qu'on est maintenant sur des batteries solid state pour faire ce qu'on appelle de la mild hybridation, donc c'est pas de la micro-hybridation, mais de la mild hybridation. Ça nous permettra effectivement d'adresser les poussées au décollage et les poussées nécessaires pour faire du climb, tout en réduisant la taille du moteur. Et donc c'est ce qui nous permet d'optimiser, de réduire la consommation, de réduire tout ça. Mais on regarde en même temps d'avoir des provisions pour plus tard, potentiellement. L'architecture, on peut mettre une fuel cell avec de l'hydrogène. Mais ça va prendre du temps, la partie hydrogène. Et sur cette base d'architecture, vous envisagez donc la fuel cell à 750 kW pour faire la batterie hydrogène? Oui, c'est dans ces eaux-là. Oui. En fait, on avait des concepts, mais ça fait beaucoup de fuel cell. Ce qui est surtout important, c'est la partie thermique. La partie thermique, c'est un cauchemar. Dissiper 2 mégawatts, vous mettez des échangeurs, vous mettez de la traînée. La traînée, des entrées d'air. Et oui. Est-ce que c'est 2 mégawatts qu'il faut dissiper ou bien c'est 4? Parce que dans la mesure où tu dois utiliser 4 mégawatts, tu dois en injecter 8. Oui, t'en dissipes 4. Oui, pardon, je me suis trompé, j'ai été trop rapide. Effectivement, à chaque fois, je fais l'erreur. Je suis encore affûté. Mais c'est bon. C'était pour tester si tu étais bien affûté. C'est vrai, c'est 4 mégawatts. Oui. Pas perdu. Merci. Non, mais tu as raison, je fais l'erreur à chaque fois en plus, parce que je me laisse aspirer par les 2 mégawatts que je vois de chaque côté de l'avion. Bonsoir, merci de la présentation. Est-ce qu'on est vraiment sûr que les SAF sont limités et est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir, si l'on peut dire, des progrès tels que finalement on n'aura plus besoin d'hybridation? Alors, le SAF, quoi qu'il arrive, si on regarde la production, la quantité qu'on doit produire, il va falloir faire des sacrés progrès. Parce qu'aujourd'hui, on en produit 0,1% de la consommation globale mondiale de kérosène pour les avions. Donc, oui, il y aura des progrès. Ça va demander des investissements phénoménaux. Quand on regarde les pétroliers, forcément, il y a du lobby entre produire du SAF, pas produire. Donc, il va falloir que la réglementation évolue aussi si on veut qu'il y ait des investissements. Mais en termes d'utiliser de la biomasse, recycler les huiles de friture, tout ça, ça va être limité. Donc à un moment, c'est pour ça que la solution qui va arriver plus tard, c'est le P2L, Power to Liquid, pour utiliser de la captation de CO2. Donc il faut déjà capter du CO2, soit à la sortie des usines, soit même des systèmes pour capter dans l'air le CO2 et le recombiner à de l'hydrogène. Mais ça va prendre aussi énormément de temps, ça. J'espère le voir de mon vivant, mais je ne suis pas sûr. Parce que produire de l'hydrogène vert en quantité suffisante, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas une solution unique. Il faut s'enlever de la tête qu'il y aura une solution unique. Il y a une solution qui sera par segment d'avion, et il y aura des solutions qui seront différentes suivant même les opérations. C'est-à-dire que quand on parle d'hydrogène, comme je vous disais tout à l'heure, aujourd'hui on atterrit sur des îles, on a même du mal à trouver du kérosène. Donc avant qu'on ait de la production d'hydrogène pour redécoller, ça va prendre du temps. Pour les batteries, alors ce qu'on présente nous, c'est dans l'hybridation, on recharge à la descente. On garde l'autonomie. Nous, ce qui est hyper important, c'est de garder l'autonomie de l'avion. C'est un point fondamental. Ce qui est très intéressant, c'est que finalement, on arrive à décarboner de façon significative à un délai qui est quand même plus faible que l'horizon 2035 qu'on promet par ailleurs, ou 2050. 2035, voire un peu plus quand même. Oui, 2035, 2040. Oui. Voilà. Tout à fait. Nous, on se positionne pour effectivement faire le bridge entre les deux et commencer. Et on va apprendre. On va apprendre énormément de choses sur l'hybridation et on sera prêt pour faire l'étape d'après. Moins de CO2 qui s'accumule. Voilà. C'est le système, l'ADN incrémental. Tout à fait. J'ai commencé par la 320 incrémental développement et maintenant je suis sur l'ATR pour faire de l'incrémental. Alors, exactement.
Stéphane, moi tu sais que dans la première partie de mon métier, je me suis occupé des installations motrices. Je suis étonné. Je oui. n'étais pas au courant là. oui, non, mais voilà, pendant 20 ans, j'ai fait ça avant de passer en généraliste. Et cette histoire de voler à 100% de SAF et de faire un vol de démonstration ne me surprend pas et ne me crée pas un étonnement maximum. Parce que finalement, c'est le long terme qui doit compter. Donc faire un vol, bon, c'est un coup de pub, c'est très bien, mais c'est bien, et tu l'as dit, on va avoir des détériorations qui vont apparaître sur des parties intimes du moteur, sur les joints, etc. Et ça, c'est fonction du temps. Donc, alors, j'ai bien apprécié que Safran fasse des essais, parce qu'il faut faire de l'endurance, mais il faut le faire chez vous également, avant d'arriver à cette possibilité. Tout à fait, oui, mais le vol de démonstration, c'est aussi pour apprendre, et je peux vous dire qu'on n'apprend pas uniquement sur le moteur, parce que forcément on a travaillé sur le moteur avec Pratt & Whitney, ça nous pousse aussi quelque part de faire ces vols de démonstration, on est poussé aussi par les clients à vouloir le faire, parce qu'eux, effectivement, ils veulent communiquer sur ces sujets-là, ça nous pousse aussi à travailler donc avec le motoriste, ça nous pousse à travailler avec le pétrolier, ça nous pousse à appréhender quelles sont les difficultés d'approvisionnement de ce type de carburant, comment on fait cet approvisionnement et la partie opérationnelle qui est aussi importante. Juste pour l'anecdote, hein, le vol avec Bratin, c'était prévu le 1er juin. On est déjà au 21 juin, c'est pas pour des problèmes techniques. Oui, alors ce que je voulais dire, ce que je pense pour vous, dans votre métier, puisque ça a été le mien également, c'est la partie circuit carburant. Puisque le motoriste va avoir sa partie, mais entre le réservoir et puis l'arrivée dans le moteur, il y a tout un ensemble de vannes, de joints, de tuyaux. Et puis etc. la densité du SAF n'est pas exactement la même non plus, donc il y a tout le système de jaugeage. C'est pour ça que quand nous on parle de 2025, si vous regardez globalement dans le monde entier, tout le monde parle du SAF 100% SAF à l'horizon 2030, parce qu'il faut passer à travers la STM, il faut faire les standards, validation de tous les standards pétroliers à travers la STM, etc. Ça va prendre du temps et c'est plutôt 2030. Quand on parle de 2025, c'est du SAF sur lequel on va rajouter des additifs. Voilà. Et une fois qu'on a des additifs, l'équivalent des aromates. Voilà, c'est les aromates, ouais. Oui. Mais qui sont pas pénalisants pour l'exploitation d'un ATR puisqu'on est dans les basses couches. Ouais. Voilà, donc c'est un peu le trick qui est derrière pour pouvoir arriver un peu plus vite. Il faut rajouter. Oui. Pardon ? Il faut rajouter. Oui, c'est ça la question. Oui, mais oui. Et là, les investissements, encore une fois, ça va être des gros investissements quand on discute avec les pétroliers. Ça commence à bouger et ça va bouger, mais c'est la prise de conscience sociétale également qui va pousser ça. C'est comme la production de l'hydrogène vert, c'est comme la production d'électricité verte. Tout ça, c'est une prise de conscience sociétale. C'est pour ça que je voulais faire un petit point sur la partie sociétale. C'est ça qui va pousser qu'on aura la capacité de le faire. Donc il faut travailler en parallèle sur l'approvisionnement, sur la production, et en même temps qu'on travaille sur la techno pour arriver à un moment au même endroit. Je vais vous donner juste un exemple sur les voitures électriques. Dans les années 80, EDF avait la R5 électrique. Partout dans la presse, on lisait « Demain, il y a des voitures électriques partout », en 80, dans ces années-là. On est en 2022, je ne vois pas partout des voitures électriques, mais ceux qui ont réussi à percer sur l'électrique avec Tesla, c'est parce qu'ils ont offert la voiture avec le réseau de charge, avec l'infrastructure qui va avec. Donc il est fondamental, et c'est pour ça, nous quand on discute avec les compagnies aériennes, on discute avec des compagnies aériennes comme Air New Zealand, etc., parce qu'il y a beaucoup de gens qui racontent des choses, mais à un moment il faut appréhender la partie pratique et la partie opérationnelle d'exploitation, logistique, etc. Et c'est pour ça aussi qu'on va avoir les compagnies aériennes qui vont être avec nous sur cette investigation avant de lancer le programme, parce qu'on veut appréhender également la partie opérationnelle. C'est fondamental. Sinon, on fait un avion d'ingénieur. Oui. Oui. C'est compatible. On est dans le cadre du CORAC, on travaille avec des gens qui font des batteries, et j'ai déjà rencontré des gens, oui, ça a vachement progressé sur les batteries solides, on n'est pas loin, on n'est vraiment pas loin. Et d'ici 2030, on y sera. Je vais changer de sujet
Changeons de sujet. Mais poser une question un peu difficile, et non. Je trouve que le cockpit avec les 5 LCD, ça fait quand même vieillot. Et pourquoi vous n'étudiez pas 3 LCD en divisant les grands LCD sur la partie PFD et la partie ND? Alors je sens qu'on va bientôt toucher la partie touchscreen, sur laquelle je suis fondamentalement contre. Je n'ai pas dit ça encore. Non, mais je sens venir le touchscreen. Non, je n'ai pas dit ça. Non, moi non plus, je n'y suis pas. Mais par contre, il y a des gains et les appareils se développent avec les grands écrans. Oui, mais aujourd'hui, nous, on voit pas forcément l'intérêt aujourd'hui sur notre machine de mettre des grands écrans. Thales, vous ne l'a pas préparé? Non, ils sont toujours sur la même taille. Ils sont pas forcément sur des plus grands. Après, les plus grands, ça pose le problème de reconfiguration, les problèmes quand on a un écran qui tombe en rade, etc. Je pense que là, au niveau écran, on a quelque chose qui est quand même pas mal. Donc pour l'instant, c'est pas dans nos plans de changer les écrans. Ça fait pas si vieillot que ça quand même. Hein. Si je compare, je veux pas faire de comparaison parce que mais bon, il est quand même pas mal. Au niveau écran, c'est pas je pense que c'est pas là que sera l'innovation. C'est vraiment à travers l'IPEC dont j'ai parlé, hein, d'avoir un FADEC, de pouvoir manager l'énergie de l'avion. Ça, c'est fondamental. L'énergie de l'avion à l'atterrissage en particulier, faire des approches stabilisées. Notre avion est quand même certifié 45 nœuds vent de travers, hein, la TR-42. Donc aujourd'hui, les atterrissages vent de travers en approche non stabilisée, c'est ce qui nous cause le plus de soucis, on va dire. Et c'est vraiment particulier au régional. Et ce qu'on regarde qu'on est en train de travailler côté avionique, d'ailleurs dans le cadre du CORAC, c'est de voir comment on peut aider le pilote à faire des approches mieux stabilisées et aider le pilote aussi à garder l'avion sur la piste en latérale. Bien. On va aller vers les dernières questions parce que le temps tourne. Et puis il y a nos techniciens. Oui, s'il vous plaît. C'est juste une question sur le système ClearVision. Je voulais savoir un peu comment c'est au niveau exploitation, ça se comportait notamment quand il y a des turbulences et donc le pilote est un peu remué, etc. Le bon positionnement des lunettes sur la tête. Alors vous avez vu, c'est un casque qui se serre. Aujourd'hui, pour certifier le système, on a fait plus de 100 atterrissages, décollages avec les lunettes. L'opération avec passagers, etc., commence tout juste parce qu'avec le Covid, Aurigny n'a pas assez volé pour être certifié. C'est-à-dire qu'ils avaient l'avion, mais ils n'avaient pas assez de vol et ils n'ont pas réussi à faire le training en temps voulu. Donc on commence tout juste l'exploitation. Donc le retour pilote en service, on l'aura là dans les mois qui viennent. C'est le même système que Dassault, sauf que Dassault a fait le choix de garder un head-up display, c'est-à-dire qu'ils ont un petit head-up display qui se lève devant. Nous, c'est un choix qui avait été fait à l'époque pour des questions d'intégration plus faciles. Ça a été assez difficile à mettre au point. On a écrit les bases de certif avec le hasard en même temps qu'on développait le système à travers un CRI. Donc c'est quelque chose. Moi, j'attends avec impatience d'avoir le retour opérationnel. Mais aujourd'hui, on a fait passer tous nos pilotes ATC, donc nos pilotes qui font le training, tous nos pilotes d'essai, et ça se passe plutôt bien. Moi, je l'ai essayé. Le casque ne bouge pas même avec la turbulence, hein. Donc on a toujours la vision qui fonctionne, quoi. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est une coordination complète du mouvement de l'avion et du mouvement de la tête, hein. C'est-à-dire que quand vous bougez la tête, vous avez comme un head-up display, c'est-à-dire que ça ne bouge pas, hein. Vous avez en face de vous comme si vous aviez un HUD. Donc vous tournez la tête, ça ne bouge pas. Donc il y a toute la prise de l'inertie, il y a des capteurs sur le côté et c'est très précis. Mais ça a été un peu dur à mettre au point. Non, c'est le bit. C'est des technologies qui viennent du militaire, hein. Stéphane, on va passer à la dernière question. Moi, je revenais un peu en arrière. Vous avez fait des comparaisons un peu de toutes les énergies électriques, le SAF, l'hydrogène, etc. Mais en fait, quand on a pour avoir du SAF, il faudra avoir, enfin, tout au moins, il faudra avoir de l'hydrogène. L'hydrogène, c'est mandatory. Donc on aura d'abord de l'hydrogène vert, et puis on pourra bifurquer soit vers une solution SAF,
soit par une utilisation directe de l'hydrogène, tout à fait. alors sous forme cryogénique, dans l'avion. Oui. Est-ce que vous avez vous êtes fait une idée de la performance des deux chaînes, pour savoir celle qui, d'une part, est la plus performante. On a même regardé les 3 chaînes. Oui. Parce qu'il y a la voie, la voie hydrogène fuel cell, il y a la voie SAF, et il y a la voie utiliser l'hydrogène dans le moteur, et de brûler de l'hydrogène. Oui. Et pour moi, si je regarde l'hydrogène, la fuel cell, en termes d'intégration, en termes de masse, ça va être compliqué. Alors ça, c'est un avis purement personnel. C'est-à-dire l'énergie au kilo transportée. Bah oui, enfin le système fuel cell en lui-même est assez compliqué, ça va être assez lourd, etc. Donc le truc, ça va être de brûler de l'hydrogène dans la chambre de combustion. Et ça, enfin, les Russes l'ont déjà fait sur un Tupolev 145 en 1000. Comment ? 2008. Oui, tout à fait. Voilà. Donc ça a déjà volé. Par contre, voilà, maintenant, faut le regarder de manière sérieuse, regarder les efficacités. Donc là, les motoristes travaillent sur ces sujets-là. Aujourd'hui, dans les hypothèses qu'on fait, quand on regarde ça, on dit on prend la même efficacité de la turbomachine. Mais j'en sais rien. On sait pas. Enfin, aujourd'hui, on n'a pas encore le retour en termes d'efficacité, de rendement de chambre à combustion. Parce que je me dis, d'un côté, on utilise de l'hydrogène vert pour faire du SAF, et de l'autre côté, il y a la cryogénie, donc il faut le refroidir. Il y a tous les problèmes de Après, ça pourrait être du cryocompressé aussi. C'est pas forcément du liquide. Enfin, il y a encore plein de choses à faire là, sur ces sujets-là. Donc on n'est pas clair encore sur. Non, mais par contre, le fait de dire voilà, la vision hydrogène est la bonne. Si on regarde, on n'a pas d'autre solution. Donc si on regarde globalement, on a l'hydrogène, l'électricité, le renouvelable avec les éoliennes. Puis là, je vais dire un gros mot, mais il y a le nucléaire après derrière pour faire de l'électricité. Hein. Bien sûr. Et la fusion à terme, c'est ce qui va être le moins polluant, la fusion. Hein. ITER. Oui. Voilà. Mais je le dis de manière, c'est pour longtemps, mais enfin, si on veut se projeter, je pense que c'est comme ça qu'il faut se projeter. Quoi. Je suis obligé pour des questions d'intendance, de clore cette conférence. Et je remercie encore Stéphane pour la qualité de son exposé et en particulier, ces points remarquables, la qualité des chartes, les dessins, le graphisme, très agréable à voir. Bravo. Bravo.